Jeanne Renaud est une pionnière de la danse moderne au Québec. Attirée par toutes les formes d'art, c'est à New York qu'elle parfait son apprentissage en danse, puis elle se rend à Paris de 1949 à 1957 pour y enseigner. Chorégraphe, elle favorise le croisement des disciplines artistiques telles la musique, la peinture ou la sculpture. Toute son œuvre illustrera toujours sa foi en la complémentarité entre les différentes formes d'art. Cofondatrice de l'École moderne de danse de Montréal, elle crée aussi en 1966 l'important groupe de danse de la Place Royale, puis elle a ouvert la Galerie 3, qui sera un lieu d'exposition, de présentation de concerts, de danse et de théâtre. Depuis longtemps, les institutions culturelles tant au Québec qu'au Canada et les conseils d'administration en art sollicitent son expertise unique. Jeanne Renaud raconte sa longue et brillante carrière à Aline Apostolska. On retourne d'ailleurs en arrière, là, si je comprends bien. Oui, on retourne un peu en arrière, mais on est toujours dans le présent aussi, parce que tout ce que vous avez fait au cours de ces années, et en commençant extrêmement jeune, on va voir ça, est d'une extrême actualité et d'une extrême importance encore aujourd'hui. Alors, je suis vraiment contente que le hasard de la vie, mais il n'y a pas de hasard, ait fait qu'on commence avec vous et qu'on ait la chance de le faire. Alors, merci bien. Ça va être un rituel que peut-être certaines personnes qui ont écouté les entrevues avec les écrivains, que vous écoutez, donc vous connaissez la première question, parce qu'on commence ici par le tout début. Donc la première question, nom, prénom, date et lieu de naissance. Alors, Jeanne Renaud, prénom. Après, date de naissance 27 août 1928, donc 81 ans. Là, vous voyez que c'est pas d'hier. 1928 à Montréal, c'est vrai, surtout au-delà de l'âge, mais que c'est une époque qu'on n'imagine guère parce que on a peu de traces, avant toute chose. On a peu de traces artistiques. Alors, qu'est-ce qui se passait à Montréal en 1928? Et vous, quand vous naissez, dans quelle famille naissez-vous? Dans quel contexte? Je viens d'une famille bourgeoise bien ordinaire, sauf que il y a quand même, au point de départ, un père qui avait une grande bibliothèque à la maison, ma mère qui avait joué le piano, qui était musicienne. Aussi, dans ma famille que l'on visitait, il y avait la famille des Moffett. Alors, il y a beaucoup de monde ici qui connaissent le Guy Moffett, le Sven Moffett, et ça, c'était ma famille aussi. Et ma marraine faisait partie de cette famille. Et lorsque j'étais jeune, j'allais souvent, vers les 6-7 ans, me promener chez les Moffett. Et là, c'était un milieu très rempli de toutes sortes de documents artistiques. D'abord, il y avait des gens qui venaient, des poètes. Il y avait des photos de tous les grands artistes qui autographiaient. Il y avait des pianos à queue qui étaient là parce qu'il y avait des musiciens autour. Alors, j'ai vécu là-dedans, dans un milieu qui finalement nous invitait à faire partie de ce milieu des arts. C'est rare, en préparant, je me disais, c'est rare de dire de quelqu'un que sa 4e année a été fondatrice. Eh bien, c'est le cas, parce que cette année 1932-33 est marquée par une chose formidable, qui est la découverte de la danse, grâce à votre mère, qui vous inscrit à 4 ans et demi à l'école de Mary Beaton. Non, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle allait voir un spectacle de ballet qui était de cette école-là, mais qui était probablement rattaché à une des sœurs Moffett, Hélène, qui faisait de la danse, et elle voulait qu'elle vienne voir le spectacle de danse le soir. Et comme probablement ma mère n'avait pas de gardien, ou je ne sais pas, elle m'a amenée. J'avais 4 ou 5 ans, parce que ma mère est morte lorsque j'avais 5 ans, donc c'était quelques mois avant. Et j'étais très jeune, et comme elle m'avait réveillée, elle m'avait amenée dans ce spectacle le soir, et tout à coup, je suis assise et je vois, pour moi, c'était comme des momies, parce que c'était des danseuses qui étaient en tutu, toutes maquillées, et un éclairage très... Puis on était très près, on était dans une seule pièce ensemble, et ça m'avait tellement bouleversée
que je pense que c'était la première chose qui m'a tellement impressionnée, donc qui était finalement rattachée à la danse, même si je ne crois pas que ça a été vraiment une école extraordinaire. Et votre mère était allée écouter des concerts de piano et elle-même était pianiste. Ma mère était alors... très, très captivée par tout ce qui était musique. Elle était allée entendre Ravel, je crois, ou Debussy, qui était venu d'ailleurs à Montréal. Il y avait aussi des musiciens qui venaient de New York chez nous, Rosario Bourdon. On était dans la famille des Lavigne, qui étaient justement les premiers qui ont fait l'orchestre, petit orchestre au parc. Yves Ernest Lavigne, ça fait toute partie de notre famille. Alors, j'ai commencé à faire du piano, et puis à un moment donné, je suis allée faire du ballet. Et à un moment donné, il fallait que je décide si je continuais le piano ou si j'allais en ballet. Alors, je dis à mon père, je pense que je voudrais plutôt aller en ballet, en danse. Alors, mon père me dit, écoute, il était très déçu parce que pour lui, la danse, c'était pas quelque chose qui pouvait l'intéresser tellement à ce moment-là. Ah oui? Ben non. Alors la musique, oui. Alors il m'a dit, ma chère, il faut que tu décides, mais si tu décides, tu ne changeras pas, tu ne reviens pas. Alors là, tu prends une décision très... Alors, j'ai pris cette décision pour aller en Mais ballet. donc, vous avez commencé les cours de ballet à quel âge? 10 ans, 12 ans, mais très peu, parce qu'on y allait 2 fois par semaine, ou après, parce qu'on était au couvent. Alors, donc, puis j'avais fait du piano, donc c'était un petit peu... Ça a commencé très tranquillement. Donc, c'est ça. À quel âge est-ce que ça se fait jour dans votre tête où vous envisagez que vous en feriez un métier? Parce que vous preniez les cours avec Elisabeth Lise et puis Gérald Crevier. Oui. Oui. Elisabeth Lise était en contemporain, en moderne, Oui. hein, parce qu'elle venait d'Anya Home, elle venait finalement de l'école de Mary Wigman, ça, Oui. si on peut parler. Et alors que Crevier était justement de l'école anglaise de Londres, et bon, le ballet classique, et je prenais quelques cours chez Crevier, mais beaucoup plus tard avec Elisabeth Lise, parce qu'elle a même fait des spectacles assez bizarres d'ailleurs, avec Henri Daiglin et des gens. Mais on faisait partie de ça. Il y avait Yvette Brindamour, il y avait un tas de gens autour qui faisaient partie de ces spectacles-là. Et à un moment donné, Fernand No est venu aussi prendre des cours avec, et il nous donnait des cours en même temps qu'Elisabeth Lise. Alors, il y avait tout un petit monde qui suivait aussi Fernand, qui, à un moment donné, est appelé par le ballet-théâtre parce qu'ils veulent le prendre. Il a fait une entrevue, je crois, et puis il a été choisi. Il était supposé partir pour 6 mois, il est resté 20 ans. Enfin, l'Europe est en guerre aussi. Oui, alors, c'est quand même... ça. Alors, pendant la guerre, c'est plein d'artistes qui viennent à New York. Alors, lorsqu'on se retrouve à New York, d'ailleurs, ma sœur est déjà là, ma sœur Louise, la plus âgée. Et alors, on rencontre toutes sortes d'artistes qui sont là, partout des sculpteurs, des musiciens, il y a Breton, il y a... Oui. Mais bon. C'est sûr qu'on est dans la fracture des mondes. Oui. Et effectivement, ça se passe à New York. Alors, vous y allez... Après s'être passé en Europe, donc ça se passe à New York, et vous y allez en 47. Vous n'avez même pas 46, oui. Vous avez 20 ans, 18 ans. 18 ans. Donc, comment alors? On vous retrouve à New York comme ça, votre sœur y est, mais... C'est parce que c'est bizarre, c'est que quelques mois précédemment à mon départ, il y a Anna Sokolov qui vient donner des cours en contemporain. En moderne, en danse moderne. Et j'allais garder des enfants en fin de semaine, souvent, pour me mettre de côté, puis j'allais prendre des choses comme ça, des cours complètement, c'était des masterclass. Et comme j'avais déjà pris des cours avec Elisabeth Lise, j'étais assez familière avec tout ce qui était contemporain. Alors, elle me voit dans les classes, et elle vient me voir, et elle me dit « What do you want to do, Jeanne, later with your life? » J'ai dit, moi, je voudrais être une danseuse. Alors, elle me dit, moderne, oui. Alors, elle me dit, go to New York, don't stay here. Parce qu'à ce moment-là, il y avait rien de vraiment...
Alors, elle me dit, ben, allez à New York, c'est là que ça se passe. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle, étant à New York, aurait pu aussi m'accueillir. Je ne suis pas allée chez elle. Je suis allée chez Anya Home. Oui, alors, justement, alors... Vous étiez déjà entre le classique et le contemporain, Oui, et oui. puis là, vous allez à New York et vous vous retrouvez à nouveau, finalement, entre Oui. le contemporain et le classique. Bon, je vais chez Anya Home parce que d'abord, je vais dans ce monde contemporain parce que finalement, j'ai été pendant 2 ans à suivre tout ce qui se passait à Montréal avec tous ceux, les automatistes qui étaient quand même, Oui. des Claude Gauvreau, des Pierre Gauvreau, des François Sullivan, des Fernand Leduc, il y en avait comme ça. Puis on était tout un groupe, mes sœurs. Et alors, donc, je voulais absolument rester dans un monde actuel, que j'appelais actuel. Donc, je m'en vais à New York pour aller découvrir ça. Mais il y avait aussi chez moi le besoin de développer dans la technique que je voulais aller chercher en contemporain, un besoin d'aller aussi en ballet parce que pour moi, ce que je trouvais dans tout ce qui était contemporain, c'était une espèce de qualité du sol. Oui. Et puis, le fait que tout ce qui était atterré, qui était très, très léger, et qui était dû à toute une formation de la musculature, de la technique de ballet. Oui, alors, j'allais chez Madame Anderson, Anderson Ivanovich, qui était la seule qui était restée là, qui enseignait encore la technique russe. Oui. Hein? Et il y avait toutes sortes de danseurs qui venaient. Alors, les danseurs de Balanchine venaient là. Il y avait des danseurs de Paris qui prenaient les avions, qui venaient faire des classes avec elle. Elle était incroyable. C'était une drôle de bonne femme, ça se peut pas. Mais à un moment donné, elle m'avait dit, mais pourquoi tu viens pas plus souvent prendre tes cours? Je ferais de toi une belle danseuse de ballet. Mais... Alors, les danseurs contemporains qui m'enseignaient me disaient, tu fais du ballet, ça paraît. Les gens en ballet me disaient, tu fais du moderne, ça paraît. Puis j'arrivais pas à me situer. Finalement, j'ai laissé au bout d'1 an, j'ai laissé le ballet chez Mme Anderson et j'ai continué avec en Anya contemporain. Holm, non, avec Mary Anthony. Voilà, là vous êtes allé chez Mary Anthony. Mais c'est quand même quelque chose de très important. Parce que bien sûr, pendant une grosse partie du XXe siècle, la danse contemporaine a eu besoin de s'affirmer face au ballet et elle l'a fait par un mouvement de balancier ou par des mouvements de rejet. Il faut quasiment attendre la fin du XXe siècle pour qu'il y ait une fusion. Mais diriez-vous, vous, qui est le cas aujourd'hui, Oui. mais diriez-vous, vous, à la lumière de votre propre expérience, qu'il faut une formation classique néanmoins pour un danseur contemporain? Non. Non. Mon Dieu, non. Mais en même temps, je veux dire, ce que moi, je prenais à ce moment-là, ça faisait partie de la recherche dont j'avais besoin. Parce que mon premier amour, ça avait été le ballet. Oui. Et puis, en même temps, je continuais dans tout ce qui était contemporain, mais j'avais besoin... C'est un peu comme si on disait à un artiste peintre, est-ce que tu veux apprendre à dessiner? Bon. À un musicien de jouer un instrument. De commencer par apprendre les Et gammes. puis, bon, Oui, mais... alors, bon, il y avait ce besoin-là, et ce qui a fait que quand j'ai fondé le groupe de la Place Royale, d'ailleurs, qui était avant ça l'expression 65, et puis quand on a ouvert, d'ailleurs, Françoise Riopel et moi, l'école de danse moderne. C'est plus tard. C'est un peu plus tard, oui, mais... Non, mais on n'est pas rendu encore là, mais cette question est essentielle, oui, sur le contemporain. Mais dans le moment, moi, où je travaillais, j'en avais besoin. Oui. Aujourd'hui, avec ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. C'est quand même un acquis d'avoir la possibilité d'une technique plus grande et plus... Vous avez dit quelque chose de très intéressant et que je crois assez juste, qu'il y a la force tellurique du contemporain et toute la force aérienne de la danse classique. Est-ce que ce n'est pas complémentaire? Oui, ça peut l'être, mais ça n'est pas nécessaire.
ça dépend bien qui veut le faire. Et je ne sais pas aujourd'hui comment je serais si je commençais aujourd'hui. Je ne serais plus du tout là-dedans, parce que ça, il y a quand même plusieurs années. Quelques années. Alors, mais les questions sont toujours actuelles. Oui. Alors, nous sommes à New York, nous sommes en 46-47, donc, et arrive l'année 48, grosse année 48, parce que de votre côté, bon, c'est une année importante parce que vous êtes dans cette formation. Finalement, vous prendrez une formation importante avec Mary Anthony. Et puis, en même temps, à Montréal, il se passe des choses en 48 parce que c'est l'année de la signature du refus global avec toutes ces personnes que vous avez citées et qui étaient déjà dans le mouvement automatiste. J'ai une question pour vous précisément là-dessus. Comment est-ce qu'on applique l'automatisme? D'abord, rappelez-nous ce que c'est, le principe de l'automatisme, et comment l'applique-t-on à la danse? On l'applique de la même façon qu'on peut l'appliquer dans les autres formes d'art, parce que c'est une mentalité, c'est une façon d'expérimenter Qui sa consiste création. en quoi? De laisser son instinct se sortir et s'épanouir à partir des besoins de création qu'on a au départ. Bien sûr, pour ça, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui nous anime de l'intérieur, qui fait que on veut, soit en peinture éclaboussée, de la lumière, de la remplir une page blanche, de l'écriture, c'est la même chose. Dans le mouvement, c'est la même chose. Je pense que c'est une espèce de forme de liberté dans la création. Mais alors, moi, ce que j'ai compris des automatistes, en m'intéressant par exemple le travail de Claude Gauvreau, plutôt dans la littérature, c'est qu'on doit désapprendre. Parce qu'on fait naturellement de l'écriture automatique à l'origine, ou du mouvement, encore plus pour le mouvement et la danse. C'est ce que nous avons à l'origine et que nous perdons d'une certaine façon avec l'apprentissage et l'acculturation. Et le mouvement automatiste, en fait, propose presque de revenir à cet instinct originel et créateur. Mais j'aime beaucoup ça, cette façon-là de m'expliquer ça, c'est parfait. Moi, je l'explique, mais vous l'avez fait. Oui, mais c'est très bien, oui. Quand on dit c'est d'oublier ce qui sont les codes, ce qui sont les lois fondamentales. Oui, effectivement, pour revenir d'instinct avec ce qu'on porte en soi, qui est vraiment la richesse, finalement, de la création. Alors, nous sommes en 48, grande année 48, donc il y a la signature du refus global, et vous ne signez pas. Ben, écoutez, non, parce que Bordua, d'ailleurs, à ce moment-là, envoie une lettre à ma sœur, d'ailleurs, que j'ai chez moi. Il envoie une copie de tout ça pour voir s'ils sont bien d'accord pour signer et tout. Et puis, il dit que, bon, elle demande si ma petite sœur, qui est à New York, elle me dit, j'aimerais mieux pas avoir trop jeune parce que si on a des problèmes avec, d'ailleurs, ils en ont eu, n'est-ce pas? J'aimerais pas que c'est trop jeune pour être confronté à des difficultés de cet ordre-là, d'ordre politique. Bon, alors, il disait, j'aimerais mieux pas. Mais de toute façon, vous n'aviez pas tout à fait 21 ans. Ah non, ben non. Non, j'avais 20 ans. C'est ça, puisque effectivement vous avez 21 ans à la fin du mois d'août, ou alors vous n'avez même pas tout à fait 20 ans. Mais néanmoins, l'esprit y est, c'est sûr. Vous êtes, ah ben oui, j'en suivais ça, une... parce que moi j'avais été à Montréal pendant plusieurs mois. Chez Fernand, nous rencontrions tout le temps chez lui, tout le monde venait là, on jouait de la musique, c'est là où on avait l'histoire du soldat que Fernand avait acheté, qu'on ne trouvait plus, et quand Stravinsky est venu jouer, je pense qu'il venait jouer le Sacre à ce moment-là, j'avais demandé à M. Coudriadir, est-ce que vous pourriez m'amener à Stravinsky, je veux lui parler. Alors j'étais allée dans les coulisses et j'avais parlé à Stravinsky, je lui avais dit, vous savez, je vous ai découvert par l'histoire du soldat qu'on avait chez mon beau-frère. Alors, il me dit, qui dirigeait? J'ai dit, c'est vous.
Alors il dit, je cherche, je l'ai plus, je ne le trouve plus, c'est épuisé. Puis alors il était là, mais je ne savais plus où c'était rendu parce que ma soeur était déjà rendue en Europe avec Fernand et moi. On ne savait plus où c'était. Mais c'est la fin de l'année 48, la fameuse année 48 où il se passe tellement de choses que finalement, en décembre, vous quittez New York pour aller à Paris. Oui. Alors, je vais à Paris parce que, surtout, d'abord, mes deux sœurs sont là et mon copain que je marie à ce moment-là parce que si les parents voulaient nous aider, il fallait être mariés, bien sûr. Alors donc, il venait faire une psychanalyse avec Lacan avec Lacan lui-même. Jacques Lacan, oui. Parce que, d'ailleurs, il avait fait le tour de tous les psychanalystes parce qu'il fallait qu'il choisisse quelqu'un pour faire sa didactique. Et il était médecin. Et puis, alors, il voulait revenir à Montréal travailler en psychanalyse. Alors, donc, on s'en va. Je quitte New York. Lui est venu à New York essayer de faire une psychanalyse à New York pour qu'on puisse rester pour moi dans ce milieu-là. Sauf qu'il ne possède pas suffisamment l'anglais pour que le psychanalyste lui dise c'est embêtant chez un lacanien. Alors, vous seriez mieux en France. Alors, donc, on s'en va en France. Et c'est dommage parce que c'est un moment où j'aurais probablement fait carrière là, pendant un certain temps à New York. Ah, vous étiez sur ce point-là, oui, exactement. Oui, alors j'enseignais, j'avais remplacé mon professeur Mary, je donnais ses cours quand elle n'était pas là ou quand elle s'est fait opérer, puis je sais pas. Et j'étais dans le milieu. Et alors, là, j'avais commencé à travailler avec Cunningham et je pense que normalement, ça aurait été facile de Effectivement, vous avez 21 ans quand vous commencez, non seulement avec Mary Anthony, mais vous êtes avec Merce Cunningham. Oui. Et là, vous choisissez votre vie privée, en fait. Oui. C'est ça? Oui, parce que finalement, je me dis, de toute façon, je vais aller en France, puis je vais faire quelque chose là. Et là, j'arrive là, et puis il n'y a pas personne ça m'ouvre aucune porte dans des gens contemporains. Forcément, puisqu'ils sont tous partis aux États-Unis, c'est pourquoi on parlait de ça tout à l'heure. Bien sûr. C'est-à-dire que oui, mais Mary Wegman était restée quand même en Allemagne. Oui. Mais je veux dire, en France, il n'y avait pas grand-chose. Grete Paluca aussi était restée, mais il y avait en France, non. Oui. Donc, vous arrivez dans un Paris désert, et finalement, c'est l'American Center qui vous Alors là, je veux de faire une pièce. Oui. C'est-à-dire que je veux aller travailler pour moi, puis faire mes créations. Alors, je ne sais pas où aller. Quelqu'un me dit, mais va donc à l'American Club. Il y a des grands studios là qui sont assez libres. Va les voir. Alors, je vais les voir. Et puis, on me dit, bien sûr, vous pouvez venir travailler tous les jours si vous voulez, à condition que vous donniez quelques cours, parce qu'on nous demande beaucoup des cours en contemporain de danse moderne. Bon. Alors, j'ai commencé à donner des cours et c'était tous des Américains qui venaient prendre ces cours-là. Quelques Français et quelques Français qui venaient prendre ces cours-là. Quand j'essayais de les mettre au sol pour faire des exercices, ils disaient « Ah non, c'est trop froid, le plancher est froid, on ne va pas descendre sur le plancher, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est sale sur le plancher. » Les Français ne voulaient pas prendre les cours. Ça n'a pas été long, ça veut dire, c'est juste une petite période Pour la psychanalyse lacanienne, c'était Paris, mais pour la danse? C'était un peu difficile, sauf que finalement, quand même, en 50, au bout de 2 ans et demi, j'étais là, Jean-Paul Riopel m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas simplement, fais un spectacle, parce qu'il y avait d'ailleurs un petit théâtre, là, il y avait une petite scène. Alors, j'ai dit oui, au fond, je voudrais. Alors, puis il y avait Pierre Mercure qui était arrivé, qui venait travailler avec Nadia Bélanger, je crois, et qui avait écrit pour nous en musique. Et alors... et Jean-Paul Riopel pour faire les décors. Pour l'instant, je voudrais qu'on regarde un extrait. C'est votre première pièce et c'est Déformité. C'est un extrait repris par Louise Bédard en 88. Ça, ce sont les solos que moi je faisais, qui ont été repris par Louise Bédard. C'est ça, c'est ce que je dis, ce n'est pas l'enregistrement de 48 pour que on ne soit pas étonné. Mais c'est une pièce qui n'était pas de François Salomon, c'est parce qu'on a parlé de... C'est la vôtre et c'est un solo que vous interprétiez déjà en 48, alors ça va déjà... J'avais travaillé à New York, oui.
Voilà, c'est impressionnant. Mais c'est drôle, on n'a pas la respiration, c'est bizarre, hein, ça fait étrange de voir ça. C'était une pièce sans musique que vous aviez donc préparée à New York. C'était sans musique et déformité parce que quand je suis arrivée à New York, comme j'étais vraiment étonnée de voir toute la misère que je voyais, la pauvreté, la violence qui était autour de nous. Alors ça m'impressionnait beaucoup et j'ai essayé d'expliquer dans ma tête, dans ma création, comment je voyais cette espèce de vie là-bas à New York, comment je trouvais ça terriblement difficile. À quel moment dans vos pièces choisissiez-vous, parce que vous l'avez dit, vous travaillez autant avec beaucoup de musiciens et vous avez beaucoup mis en avant les musiciens, et à d'autres moments, vous avez aussi beaucoup travaillé dans le silence. À quel moment choisissez-vous la présence de la musique, dont on a vu à quel point elle est aussi présente dans votre propre vie, ou l'absence de musique? Quand je vais chercher de la musique, ce n'est pas pour illustrer quoi que ce soit, ou ma danse, illustrer la musique. C'est tout simplement en parallèle, si vous voulez, au niveau de l'atmosphère, du monde intérieur, de la sensibilité, mais pas du tout en rapport à illustrer l'un par l'autre, pas du tout. Alors, à certains moments donné, je peux très bien travailler sans musique. Ou alors je faisais des instruments sur les danseurs, j'avais des pastilles, j'avais des morceaux de bois ou bien je travaillais où j'étais inspirée par de la musique. Et donc, par exemple, c'est aussi la période, pas très longtemps après, où Merce Cunningham et John Cage vont carrément les dissocier. Oui. C'était une recherche qui vous intéressait? Ah mais mon Dieu, c'était tellement près de nous, c'était ça, c'était ce qu'on voulait, c'était ce qu'on faisait un peu quelque part, mais pas avec une recherche aussi poussée que celle de John Cage, par exemple, qui était extraordinaire. Je voudrais revenir à Martha Graham 2 secondes, parce que quand j'ai préparé cette entrevue avec vous, vous m'avez dit une chose qui m'a marquée. Vous m'avez dit, quand je suis arrivée à New York, je ne voulais surtout pas aller chez Martha Graham, parce que pour moi, c'était déjà de l'académisme. Ah oui, c'était que pour moi, ce que je venais chercher dans tout ce qui était contemporain pour moi, je voulais qu'on me laisse la liberté d'être moi-même. Et quand on allait chez Martha Graham, on devenait un outil Martha Graham. Oui. Et pourtant, Merce Cunningham sortait de chez elle, oui, mais alors, il en était sorti. Il est sorti justement, et c'était John Cage qui lui avait dit, si tu ne sors pas de là, moi je ne peux pas travailler avec toi en musique parce que c'est pas ça du tout que je veux voir. Et Merce est sorti avec grand plaisir parce que je pense qu'il avait déjà passé quelques années là. Je l'ai vu d'ailleurs danser avec chez Merce. Chez Martha. Et il voulait faire autre chose, d'ailleurs. Oui. Quand on parle de Merce Cunningham au niveau de son travail, c'est tellement unique et c'est tellement spécial que moi, j'ai une grande admiration pour lui. Parce que j'ai vu encore dernièrement des choses de lui, là, depuis à sa mort. Vincent Warren m'a passé des têtes. Alors là, c'est extraordinaire de voir cette espèce de compréhension du monde de la danse, du mouvement qui éclate, mais qui finalement est d'une sobriété absolument incroyable. Mais en effet, les liens entre le corps et la libération du corps liés à la danse et à l'expression de la danse et la psychanalyse ne sont évidemment pas vains. Ils ne sont pas hasardeux. Et comment est-ce que votre mari, par exemple, percevait ce milieu de la danse? C'était que dans le milieu où on était tous les artistes, qu'on était les Gauvreau, les Fernand, on lisait Freud. Oui. Et on était fascinés par tout ce qu'il nous apprenait à partir des rêves, l'analyse des rêves et tout. Alors donc c'était des symboles. Oui, on était très très fascinés par toute cette découverte psychologique. Et vous, donc entre les années 52, naissance de votre fille, 56, naissance de votre fils, vous vous consacrez en fait bien sûr à la maternité, à votre vie de maman, votre vie de mère au foyer, mais vous m'avez dit, c'est là que je m'aperçois que c'est pas ma vie. Alors,
C'est-à-dire que, je trouvais ça bien intéressant de faire ça, mais je me disais, il faut que je fasse aussi autre chose. Je ne peux pas faire que ça, parce que c'était pour moi très important de pouvoir m'exprimer, de pouvoir faire autre chose. Alors, j'ai voulu, et c'est Françoise Riopel qui, revenant de Paris à Montréal, me dit, écoute, il ne se passe rien en danse ici, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Il se passait quelque chose, il y avait des petites choses, mais je veux dire, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, viens-t'en, il faut que tu reviennes à la danse, parce que quand même, on n'a pas assez de monde ici pour pouvoir, il faut qu'on reparte ensemble. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à travailler. Et elle, à ce moment-là, avait quitté Jean-Paul Riopel et elle était avec Pierre Mercure. Et là, c'est là où on a fait des soirées chez eux, dans la maison de chez eux, des soirées de spectacle, de danse, de musique. Et tout ça, c'était assez intéressant d'ailleurs. Vous avez à cette époque-là 29 ans en fait. Et votre mari, Jean-Pierre Labrec, qui finalement se demandait bien ce que vous alliez faire dans ces soirées, un jour vient vous voir et trouve ça merveilleux au point qu'il finance. C'est-à-dire qu'il y a le festival de danse, musique et de danse contemporaine, où Françoise Riopel fait une soirée, chorégraphie. C'est Pierre Mercure qui a monté ce festival de danse et musique. Il avait invité Merce Cunningham, James Waring, dont tous les contemporains, Yvonne Rainer, tout ce monde-là était dans ce spectacle-là. À la fin des années 50. Oui. Il y avait John Cage, il y avait Earl Brown, il y avait tous ces musiciens de l'époque. Et alors, à ce moment-là, Françoise me demande de danser parce qu'il y a une de ces danseuses de New York qui s'est blessée. Alors, mon cher époux ne veut pas parce qu'il est en vacances pendant 15 jours à la campagne avec les enfants, puis il ne veut pas. Et puis, finalement, je me sauve. Et puis, là, je me dis, je ne peux pas faire ça à Françoise, il faut que j'aille l'aider. Alors, je m'en vais apprendre. Et je le laisse avec les enfants et puis la bonne qui vient garder. Et puis, pendant 3-4 jours, je vais apprendre l'œuvre et puis je danse. Et lui, il vient voir cette soirée-là au festival. Et c'est Mousseau qui avait fait le décor, Pierre Mercure avait écrit la musique. Et tout à coup, il vient dans la coulisse et il pleure. Il y a des larmes. Et il me dit, Jeanne, je m'excuse, je n'avais rien compris. Alors, dorénavant, je veux que tu travailles, que tu danses. Alors donc, à ce moment-là, j'ai eu carte blanche pour pouvoir travailler, et parce que tout le temps que j'ai eu le groupe La Place Royale, j'ai jamais pris un sou, j'ai jamais été payée, je travaillais depuis des années, ça fait 7 ans, et puis je n'avais jamais d'argent parce que il ne me demandait pas de rentrer de l'argent, quoi que ce soit, il était médecin, puis voilà. Alors là, on va vous voir danser. Donc, on va voir un extrait de Expression 65, qui est en fait une série de petites pièces, et on va voir tout de suite, on en parlera après, que déjà, il y a une participation aussi entre différentes disciplines. On va reconnaître notamment les peintures circulaires de Françoise Sullivan, mais il y a aussi d'autres... Les sculptures, oui, de Françoise. Les sculptures de Françoise. Elle est, à ce moment-là, elle est sculpteur, elle n'est pas peintre. Elle n'est pas encore peinte. Non, non. En tout cas, il y a plusieurs artistes qui sont là. Ils sont en train de faire une classe de réchauffement. Ah, oui. Quelqu'un qu'on reconnaît. Oui, c'est vieux. Alors là, on n'a pas de musique. Ça, c'est sur Gilles Tremblay, c'est sur Phase et Réseau. Alors, comme on n'a pas la musique, c'est triste un peu parce que ça fait un peu bizarre. Alors, alors ça, c'était un cyclo de Lise Gervais. Et elle avait peint aussi les costumes sur nous. Et en fin de semaine, c'était Vincent Warren qui dansait avec moi. Et sur semaine, c'était Peter. Parce que Vincent était au Grand Ballet, et alors il ne pouvait pas tout le temps danser. Donc ça, il y a d'autres extraits, je pense, de Expression 65, voilà. Oui, ça c'est un décor de François Sullivan qui était sculpteur. Elle avait fait un rideau, et ça c'était sans musique. Alors le son des pièces de métal, parce qu'on bougeait dans ces pièces-là. Oui, on le voit à un moment donné où vous êtes à l'intérieur de ce... Alors faisait le bruit
genre de percussion, on peut dire. Mais il n'y a pas de son. C'est dommage, hein? Apparaissent de jeunes danseurs importants Oui. Et qui deviennent importants aussi parce que, bien sûr, ils profitent à la fois de votre expérience et de la formation du groupe de la Place Royale que vous allez créer en 66, donc juste après, dans la foulée. Oui. Alors là, je sens le besoin de fonder une compagnie, de faire quelque chose pour qu'on puisse, à ce moment-là, avoir des danseurs et demander quelques subventions, parce que ça commençait à ce moment-là d'avoir des subventions pour la danse. Alors que c'était beaucoup plus sur la danse classique, mais enfin quand même, il y avait des espoirs. Et je fonde donc le groupe La Place Royale. Avec Peter Bonham. Alors, donc, je vais chercher les danseurs qui avaient fait partie de l'Expression 65, qui était Peter Bonham. Alors, je lui dis, viens avec moi, il faut que tu viennes. Je vais partir l'école qui va probablement aider un peu à soutenir le studio et tout, puis on va faire de la création. Alors, Peter vient et il m'assiste, mais alors lui, il est danseur de ballet au départ. Là. Alors, il ne peut pas enseigner de moderne, alors je donne les classes en moderne le matin. Et lui, plus tard, donne un cours de ballet, puis de jazz. C'est assez amusant de voir comment il arrivait à s'intégrer là-dedans. Et finalement, on a toutes sortes de personnes qui se joignent à nous pour des spectacles. Vanda Antini qui vient des grands ballets. Il y a Vincent Warren qui vient souvent parce qu'il était tellement généreux avec nous. Il adorait ça, venir travailler avec nous. Il y avait plusieurs danseurs comme ça, le Rosemary Tom. C'était tous des professionnels, finalement, qui faisaient que le noyau de mes danseurs étaient des gens professionnels. Puis, comme on avait aussi parti tout un jeune groupe, dont Jean-Pierre Perrault, qui faisait partie de ça, et d'autres, on les joignait tranquillement dans la compagnie au fur et à mesure. Il y avait aussi Claire Adamchi qui venait ici, qui est là d'ailleurs, et qui venait prendre les cours et qui, normalement, je l'aurais probablement amenée tranquillement dans la compagnie, sauf qu'elle est devenue enceinte. Alors, on lui a dit bonjour. Alors, on revient à la question tout à l'heure qui était que, oui, des gens formés à la danse classique, oui, finalement, venaient dans votre groupe de la Place Royale. Oui. Moi, j'allais chercher des danseurs là. Il n'y en avait pas d'autres à ce moment-là. Alors, donc, on allait les chercher là et puis on les faisait travailler en contemporain. Et tranquillement, c'était... Donc là, vous avez développé aussi, bien sûr, votre capacité d'enseignement. Vous chorégraphiez et vous dansez. Et quand on dit Place Royale, il faut prononcer les noms des personnes qui sont encore là, qui sont issues de ce groupe aussi, de Daniel Soulière à Louise Bédard, à Ginette Lorrain, et puis Jean-Pierre Perrault, qui lui donc fait partie de l'autre groupe. Ben, ça, c'est la génération qui a suivi, si on peut dire, hein? Vraiment le groupe de la Place Royale, parce que toute cette génération, les Paul-André Fortier, en fait, tout ce monde-là qui venait aussi de Nouvelle-Ère, hein? Il y avait Nouvelle-Ère. Oui. On était deux compagnies, si on peut dire, à peu près du même moment, qui faisions des choses un peu semblables, mais un peu différentes aussi. Et finalement, la génération qui sont sorties de notre première génération, c'est une génération extraordinaire, riche, mais complètement riche de création et d'authenticité aussi, parce qu'il n'y en a pas une qui se ressemble. Édouard Locke, Ginette Lorrain, Paul-André Fortier, mon Dieu, Jean-Pierre Perrault, ça ne se ressemblait pas. Tous faisaient des choses complètement authentiques, chacun à leur façon. Et c'est devenu une génération très, très riche qui a fait
que, par exemple, je pense que c'est venu de là, le festival de Chantal Pontbriand, qui, à un moment donné, a voulu qu'on aille chercher toutes les choses intéressantes de partout. Feu le find. Et puis, qui fait qu'à un moment donné, on arrive à montrer ici, et en même temps les nôtres et ceux qui viennent de l'extérieur. Là, on va voir une pièce parfaitement marquante où j'ai vu que j'avais eu raison d'écrire que le nu ne venait pas d'arriver sur les scènes de la danse montréalaise, puisque c'est 1970, c'est une de vos chorégraphies, et Jean-Pierre Perrault, il danse avec Maria Formolo dans une tenue spéciale. Alors, ce film-là se faisait sur scène pendant que deux danseurs étaient sur scène et qui dansaient habillés. Et moi, ce que je voulais que les gens qui voient ça comprennent, un corps qui bouge nu n'a pas du tout la même écriture, n'a pas la même signification qu'un corps qui est habillé, qui finalement, le geste devient autre chose. Et malheureusement, le critique ne comprenait pas ça. Il pensait que j'avais habillé des gens parce que j'avais peur il aurait voulu que je les mette nus sur scène. Mais pas ça mon problème. Pourquoi justement avoir décidé de les mettre, à part effectivement cette notion de faire voir le mouvement, qui est une des raisons principales pour lesquelles les chorégraphes mettent des danseurs nus sur la scène la plupart du temps. Enfin, mais outre ce moment, qu'est-ce qui vous a donné cette idée à ce moment-là? Je voyais les années 70, les choses qui commençaient à sortir, qui voulaient au fond provoquer. Il y avait des provocations qui frisaient presque le vulgaire. Et finalement, je m'étais dit, mais non, la nudité, c'est pas forcément quelque chose de provoquant, de quoi que ce soit. C'est quand même quelque chose qu'on peut regarder comme une sculpture, par exemple. Les nus en sculpture, on les regarde et il n'y a rien de... Et je voulais tout simplement faire une expérience comme ça. Et moi, je pensais toujours au film, d'ailleurs. J'ai toujours aimé le cinéma en danse. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Parce que là, je vous la pose, la question. Je disais tout à l'heure qu'effectivement, on a cette espèce de notion où on imagine que le nu vient de débarquer sur les scènes. C'est tellement faux que... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on en voit peut-être, effectivement, de plus en plus. Est-ce qu'on le voit toujours à propos? C'est-à-dire que c'est très tentant pour toutes sortes de chorégraphes de vouloir montrer ce que c'est. C'est beau, un corps nu, un corps de danseur, surtout. C'est le mouvement à l'état pur. Avec le mouvement et tout, Mais je crois qu'à un moment donné, il y a une exploitation qui je pense, qui tire finalement l'inspiration de la provocation. Et pour moi, je veux bien que quelqu'un essaie de vivre ces genres de provocations-là. Mais dans l'ensemble, je ne trouve pas que c'est nécessaire absolument. On peut les voir à certains moments donnés. On a peut-être besoin à un moment donné de faire ça. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Quelle est la limite? Est-ce qu'il y a une limite entre la provocation et l'art? Ça dépend comment c'est fait. Hein? C'est que, je veux dire, souvent d'ailleurs, la création d'aujourd'hui, il y a énormément de violence, il y a beaucoup aussi comment je pourrais dire, dont le cirque, par exemple, a beaucoup influencé la technique d'aujourd'hui, de l'acrobatie. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je trouve qu'on utilise le corps et on brûle la musculature, le corps. Il y a beaucoup de ces danseurs-là qui ne pourront pas continuer bien longtemps à danser parce que c'est tellement dur, c'est tellement horrible pour le corps. On n'a pas besoin de ça, je crois.
En même temps, on a aussi créé une médecine enfin exclusivement destinée aux arts de la scène. Oui. Donc c'est toujours la même chose, on crée ce qui soigne les maux. Bien sûr, bien sûr. Hein, je ne vous le fais pas dire, vous le savez. Sauf que ce que je trouve absolument incroyable aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus, nous, dans notre génération, ayant vécu ce qu'on a vécu, être vraiment juge sans préjugés, je ne sais pas. Probablement que je suis très mal placée pour être capable de juger ce qui se fait aujourd'hui. Il y a des choses que je vais voir qui je trouve extraordinaires, et il y a des choses que je vais voir qui me font mal, Je viens les mains mouillées quand je vois les danseurs s'abîmer de cette façon-là, d'abîmer leur corps. Ce n'est pas nécessaire. Est-ce que vous avez toujours eu ce souci justement du respect du corps en tant que tel? Oui. Mais on a dit ça de la danse classique, qu'elle déformait le corps. Oui, jusqu'à un certain point aussi, surtout à la fin des grandes années où Balanchine poussait très loin la technique, si vous voulez. Bon, c'est pas nécessaire pour moi. Si quelqu'un veut le faire, moi je ne peux pas juger ceux qui sentent le besoin de le faire. C'est laisser à chacun la liberté. Hein? Et si Louise Le Cavalier n'avait pas fait les doubles tours qu'elle faisait, et bon, maintenant elle a changé ses hanches, mais effectivement, je veux dire, est-ce qu'elle aurait été finalement l'interprète qu'elle a été? Elle était tellement audacieuse. Et je pense que pour elle, elle suivait d'ailleurs avec Édouard Locke, son chorégraphe, son créateur, qui était inspiré par elle et qui l'amenait vraiment très, très loin. Et je comprends que quand on est interprète, qu'on soit capable ou qu'on ait le goût de suivre un gourou, c'est un peu comme ça que je l'appelle, parce que on y croit. C'est comme une religion, finalement, quelque part. Hein? C'est un besoin d'aller au-delà de ce qui est possible. Il y a toujours des choses qui nous poussent plus loin. Alors justement, revenons donc au groupe de la Place Royale. Vous quittez en 72, et puis il y a ce laps de temps dont on n'a pas le temps de parler plus que le mentionner. Entre 72 et 79, en fait, vous créez une galerie, la Galerie 3. Oui. Et ensuite, en 1979, vous commencez une nouvelle carrière fort importante pour tout le monde. Oui. Vous êtes tout début de la cinquantaine et vous devenez administratrice. Vous voilà au Conseil des arts d'Ottawa, puis à celui de Québec. Tout à l'heure, j'ai dit de vous que vous étiez une rebelle et une révoltée, mais il y a quand même de ça aussi, qu'il y a cette volonté d'aller comme précurseur dans les endroits où il n'y a pas de danse. Vous apportez la danse, la musique, la pluridisciplinarité, et puis là, vous venez créer un département de danse, là où il n'y en a pas vraiment. Non. Et d'ailleurs, quand je quitte le groupe de la Place Royale, c'est que les subventions sont arrêtées du Conseil des arts du Canada, d'abord pour toutes sortes de raisons qu'on ne va pas parler aujourd'hui, parce qu'on n'en finirait pas, mais qu'on ne comprend pas du tout ce qu'on fait. Et puis là, on demande à un chorégraphe américain de venir créer pour nous. À ce moment-là, il nous donnerait un certain montant d'argent. Je refuse carrément, parce que je ne veux pas. Et donc, à ce moment-là, j'ai déjà Ed Costiner qui vient travailler avec les éclairages, qui est un photographe, qui travaille avec nous et qui ouvre la galerie avec moi. La galerie d'art. Et là, encore là, ce sont des peintres, ce sont des artistes. Donc, il y a aussi Françoise qui est là, il y a Fernand Leduc, il y a Marcel Barbeau, on retrouve Marcel Ferron, tout ce monde-là. Et puis, à un moment donné, je m'aperçois que tout le monde, la musique, la poésie, tout ça, fait partie de cette galerie-là. Il y a des après-midi où on fait des concerts. Dans les vernissages, on a des musiciens qui viennent travailler, qui viennent jouer. Enfin, on sent bien que j'ai quand même une espèce de... La roue tourne toujours autour de tous les arts en général. Oui. Bon, après, lorsque je veux quand même... J'ai besoin je me suis séparée donc de mon mari parce que nos vies s'en vont chacun de notre côté. Et j'ai besoin de vivre, de gagner ma vie. J'ai encore jamais fait ça. Même avec la galerie, je n'arrive pas à gagner ma vie. Alors,
je décide que je vais aller aider les danseurs, les jeunes chorégraphes, les jeunes créateurs. Vous allez gagner votre vie en aidant les autres à gagner la leur, bon, en fait. Pensant que je peux faire ça. Sauf qu'au Conseil des arts, là où il y a des très bons artistes, il y a René Blouin, il y a Claude Gosselin, il y a toutes sortes de monde, il y a Jeffrey James, il y a toutes sortes de gens au Conseil des arts, sauf en danse, ceux qui sont là, ben, ils ne connaissent pas ça du tout. Alors donc, je suis en confrontation avec eux tout le temps. Moi, je suis avec les artistes et les danseurs, interprètes, et eux sont avec les compagnies. Et alors là, c'est un fouillis terrible. Je quitte, je m'en vais à un autre programme, Exploration, pour pouvoir avoir plus de liberté. Et je me rends compte que finalement, je ne suis pas dans un milieu où je peux vraiment aider à développer tout ce qui est pour moi contemporain, actif, créateur en danse. Je m'en vais, j'aide la musique parce que quand je suis là, souvent on me demande de voir les dossiers de Claude Vivier, tous ceux qui sont les compositeurs que je connais bien, contemporains, et ça va bien, mais en danse, on me tient loin. Donc à ce moment-là, je décide tout simplement que je m'en vais à Exploration. Et là, quelqu'un vient du gouvernement du Québec me demander, vous ne viendriez pas ouvrir un programme pour la danse? On n'a pas encore personne, il n'y a que tout. Alors, si vous venez avec votre renom, on va sûrement aller chercher plus d'argent pour le monde de la danse. Alors, je quitte le Conseil des Arts et je m'en vais là. Et le malheur, c'est que j'arrive et quelques semaines après mon arrivée, on vient dans mon bureau et on me dit « Jeanne, j'ai une bien mauvaise nouvelle. Les subventions ont descendu et vous perdez de l'argent au lieu d'en avoir. » Alors là, je repartais avec moins d'argent, alors que pour le monde de la danse, c'est une aberration de sentir. Sauf que là, j'ai quand même été capable d'ouvrir des petits programmes. Mais combien... Parce que là, c'est 79 à 85, votre carrière d'administration, c'est quand même pas très lointain. Ça veut dire qu'après ça, il y a eu des progrès fulgurants qui ont été faits, même au sein des... Mais cette fulgurance de la danse contemporaine québécoise, quand même, à partir du milieu des années 80, c'est quelque chose que vous voyez, que vous regardez comme... Parce qu'il y a quelque chose qui existe vraiment, là. Je ne l'ai pas inventé, là, et c'est là. C'est fait, c'est déjà très actif, c'est riche en création. Alors, il y a un éclatement extraordinaire et merveilleux. Je dirais que c'est là où, pour moi, véritablement, la danse contemporaine a commencé à naître ici au Québec. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu les choses se développer, par exemple, sur ce plan-là, sur le plan de la transmission de la danse, alors? Pas seulement de son financement, comme on en parlait, mais sur le plan de la transmission de la danse, est-ce que ça s'est suffisamment développé? Comment ça s'est développé depuis le milieu des années 80? Bon, il y a énormément de progrès, il y a énormément de choses qui se font maintenant, je pense. Il y a des choses qui me désolent, il y a des choses qui me ravissent, mais ça, c'est personnel, on ne peut pas empêcher ça, hein, évidemment. On a 80 ans, on ne peut pas voir les choses de la même façon. Ça fait 60 ans que je vois de la danse et que j'en ai vu, Dieu merci. Mais mon Dieu, que le milieu du Québec ici est extraordinaire comparativement au reste, comment ça s'est développé avec le reste du Canada, par exemple. Bon, maintenant, je dirais que ça c'est beaucoup plus ouvert, ça va mieux partout. Mais c'est quand même le Québec qui a démarré tout ça. Oui, bien sûr, mais ça, c'est une chose qui est importante à dire. Oui. Et puis, une de celles, sans doute une des principales, qui a développé tout ça au Québec pour en arriver là aujourd'hui, c'est quand même vous aussi. Quand vous regardez les choses avec recul, êtes-vous content? Oui, non, mais il y avait François Salevin, il y avait bien François sûr, Riopel, pas toute seule. Oh non, il y avait le Nouvel Air aussi qui travaillait en même temps. Il y en a eu d'autres, sauf que, bien sûr, je pense que moi, parce que je tenais énormément aux arts visuels, à la musique, au théâtre, à la poésie, à l'écriture, c'est évident qu'il y avait quelque chose là qui était plus riche au niveau des artistes qui étaient autour de nous à cette époque-là, ça c'est sûr.
Mais aujourd'hui aussi, par exemple, toute la pluridisciplinarité que vous avez développée aujourd'hui est devenue une évidence. Des tas de choses que vous avez développées sont devenues une évidence. Et si vous faites le bilan, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup? Oui, 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 bien sûr, oh mon Dieu. Ben oui, bien sûr. Voilà. Vous avez fini... Mais écoutez, moi, je suis absolument en grande admiration avec ce milieu qui s'est développé, qui fait des choses extraordinaires. Je vous assure que c'est le plus beau cadeau que quelqu'un de mon âge peut recevoir, ayant déjà donné une partie de sa vie dans ce monde, avec ce monde-là. Mais aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qu'on peut voir. Non, non, ça c'est sûr que... On va voir donc le dernier extrait, dansé par Louise Bédard et Sylvain Aymar. C'est en 91 pour les 25 ans. Les 25 ans du groupe de la Place Royale. Et donc, vous êtes parti de ça. C'est une répétition, là. Voilà, c'est en répétition. Et vous êtes parti de ce duo pour faire le film dont vous parlez maintenant et qui est en fait votre nouvelle création. Oui, oui. Voilà. Et voilà. Bon. Jeanne Renaud, merci infiniment. C'est drôle de voir ces répétitions-là. D'avoir passé ces moments avec nous et d'avoir refait. Merci beaucoup. On n'a pas parlé d'un tas de gens dont je voudrais parler parce que ce sont des grands artistes que je voudrais. Mais enfin, ça sera pour une autre fois.